Bonjour Éléonore Slama. Bonjour bienvenue. Vous êtes la fondatrice du cabinet de conseil OSE, maire adjointe en charge du logement dans le 12e arrondissement à Paris, et vous publiez ce plaidoyer pour l'intensité d'usage, en finir avec les mètres carrés. C'est aux éditions Apogée. Avec le gâchis des mètres carrés. Avec le gâchis des mètres carrés, j'allais poser la question, de quel gâchis on parle? Eh bien, aujourd'hui, au même titre que le gaspillage alimentaire, la mode jetable, la fast fashion, qui a eu sa loi récemment, au même titre que le gaspillage de l'eau, de l'énergie, nous vivons au cœur d'un immense gâchis, le gaspillage immobilier, le gaspillage de nos mètres carrés. Et pourtant, nous n'en avons pas vraiment conscience. Alors, ce gâchis, qu'est-ce que c'est? C'est déjà, bien sûr, la vacance. 3 millions de logements vacants aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. C'est aussi 9 millions de mètres carrés de bureaux vides en France. 170 000 hectares de friches aujourd'hui disponibles sur l'ensemble du territoire national. Mais c'est aussi, et surtout, et c'est vraiment là-dessus sur lequel j'insiste dans mon livre, la sous-utilisation massive et généralisée de nos mètres carrés. Un immeuble de bureau, un équipement public quelconque, une école, c'est utilisé moins de 20% du temps sur l'année. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Plein de choses. Alors, tout dépend des actifs. Mais voilà, imaginez demain, votre restaurant d'entreprise qui sert le midi, eh bien, s'il était transformé en brasserie ouverte à tous le soir et le week-end. Nos écoles, le week-end ou pendant les vacances scolaires, si elles servaient à d'autres usages. Nos places de parking inutilisées, si elles étaient transformées en espace de stockage ou pourquoi pas en espace pour de l'agriculture urbaine. Ou pourquoi pas en studio de télévision. Exactement. C'est un ancien parking ici. Et pourquoi pas aussi les jours de télétravail, on pense beaucoup au vendredi, eh bien, accueillir des étudiants en manque d'espace de travail, justement, qui font parfois des heures de queue pour accéder à une place en bibliothèque, et bien les accueillir dans les bureaux inutilisés. Est-ce que c'est vrai aussi des friches, par exemple? Est-ce qu'il y a beaucoup de friches industrielles ou autres, qui sont totalement encore inutilisées? Parce que c'est vrai qu'on en parle de plus en plus comme une alternative, notamment, évidemment, le thème de cette interview, c'est l'objectif du zéro artificialisation nette. Donc les friches industrielles, on en est où? Il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Alors l'État fait des choses, mais on peut aller encore beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, il y a quelques pas en arrière actuellement sur la question. Mais vous avez raison de dire, aujourd'hui, on est en plein gâchis de nos mètres carrés, avec cette vacance et cette sous-utilisation massive. Et en même temps, on continue à artificialiser les sols. C'est 4 à 5 stades de foot toutes les heures qui sont artificialisés aujourd'hui en France. Et on connaît les conséquences absolument néfastes de l'artificialisation des sols. On l'a vu encore en Espagne avec les inondations. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que les alternatives dont vous parlez, elles peuvent systématiquement remplacer les projets pour lesquels on artificialise? Il faut faire du sur-mesure, du parcelle par parcelle. Il faut coller aux besoins et aux attentes des territoires. Je pense qu'il n'y a pas une solution à plaquer partout, mais vraiment faire de la dentelle. Et surtout faire avec les gens, parce que la question de l'acceptabilité sociale est vraiment primordiale et absolument structurante. Mais bien évidemment, si on utilise mieux nos mètres carrés, eh bien, potentiellement, on aura moins besoin de construire. Donc les bénéfices écologiques sont évidents. Et malgré tous les efforts de la fabrique urbaine, que je salue, qui fait plein de choses pour essayer de se décarboner avec l'utilisation de matériaux biosourcés, géosourcés, la construction bois, l'or-site, etc., la géothermie, eh bien, n'oublions pas que même le plus décarboné des mètres carrés construits sera toujours un mètre carré de trop, s'il n'est pas ou pas assez utilisé. Ouais. Vous avez conçu l'Intensiscore. De quoi il s'agit? Alors, je ne l'ai pas conçu seul. Oui, je sais. Puisque vous êtes plusieurs. En gros, groupement d'acteurs publics et privés. Moi, j'ai un plaidoyer que je viens un petit peu de vous exposer, mais il ne suffit pas de dire Yaka, Faucon, allez-y, faites. Il faut donner à chacun les moyens d'agir. Et c'était vraiment l'idée de ce groupement que j'ai mis en place et qui réunit la direction de l'immobilier de l'État, SNCF Immobilier, la ville de Paris, mais aussi Novaxia, JLL, SFL, Bouygues Construction et sa filiale Linkcity, et aussi tout un tas de partenaires, des notaires, des juristes, des architectes, les pompiers, enfin bref. Et ensemble, nous avons décidé de créer donc l'Intensiscore, qui est la première échelle de mesure de l'usage des bâtiments et des espaces. Alors comment ça marche? L'idée, c'est vraiment de révéler au monde ce gâchis des mètres carrés et de pouvoir objectiver les choses. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont que des estimations au doigt mouillé. Donc là, vous avez une plateforme en ligne gratuite. Vraiment, chacun peut s'en emparer, c'est gratuit, qui est un outil pédagogique. Vous rentrez, vous répondez à quelques questions et ça vous donne une modélisation de votre bâtiment, de votre espace. Et vous pouvez faire varier les jours de la semaine, du mois, de l'année, et même les moments de la journée. Et vous pouvez voir quels sont les espaces plus ou moins utilisés. Et surtout, vous avez des pistes pour agir. Concrètement, en plus de cet Intensiscore, nous avons aussi publié un livre de pratiquement 200 pages qui est disponible en ligne, qui est un guide qui lève tous les freins juridiques, assurantiels, techniques, de gestion qui aujourd'hui nous empêchent d'aller plus loin. Alors il reste aussi beaucoup de choses à faire encore, mais l'idée pour nous c'est de montrer que c'est possible. Et c'est pour ça qu'on a aussi mis en place 17 projets pilotes partout en France avec
sur différents types d'actifs, que ce soit des immeubles de bureaux, des logements, avec également des équipements publics à Paris, à Montpellier, des bureaux à Rouen, un centre commercial en Île-de-France. Enfin bref, l'idée c'est de montrer qu'on peut à la fois mesurer les choses, mais aussi agir sur l'usage et l'intensification. On va revenir sur ces exemples, mais à qui il est destiné, ce guide? Qui peut, là, maintenant, s'en emparer? Tout le monde. L'idée, c'est vraiment de dire que nous sommes tous acteurs du changement en la matière. Déjà, en tant que citoyens, puisqu'il est important aujourd'hui de pouvoir demander des comptes à la puissance publique sur ces sujets-là. Nos mètres carrés publics, parce que nous avons un patrimoine public conséquent, comment sont-ils utilisés? Est-ce que c'est bien utilisé? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Donc ça, je pense que c'est déjà important que chacun change de regard là-dessus et se dise oui, on a matière à agir. Et puis bien sûr, l'ensemble des propriétaires, locataires de tout type d'actifs, encore une fois, ce sujet concerne tout le monde et partout sur le territoire. C'est bien sûr naturel d'intensifier les usages dans les grandes métropoles comme Paris, où le foncier est rare et cher et peu disponible, mais c'est tout aussi pertinent dans les zones de taille, les villes de taille moyenne ou les zones rurales, parce que intensifier les usages, c'est potentiellement adresser à un besoin il y a beaucoup de dans un environnement vides dans ces zones rurales, par exemple. Alors, c'est pas que les bâtiments vides, c'est aussi la sous-utilisation. Ouais. Mais ils le font d'ailleurs un peu plus naturellement là-bas. On n'a pas forcément la possibilité de construire tel ou tel équipement, eh bien, on mutualise, on hybride, on utilise les choses autrement parce qu'on n'a justement pas la capacité à faire mieux. Mais moi, j'ai quelques exemples. Par exemple, à Noirmoutier, l'école, l'été, se transforme en centre d'hébergement touristique. Pour des personnes qui n'ont pas forcément énormément de ressources. Ils transforment les salles de classe en logements de vacances pour des familles. Régis Marcon, le célèbre chef étoilé, dans le village dans lequel il est, ils n'avaient pas les moyens de faire une cuisine centrale équipée parce que ça coûte de l'argent, ce genre d'équipement public. Et ils n'avaient pas envie pour autant de se résoudre pour les enfants de la cantine, d'avoir des industriels qui apportent des repas tous les jours. Et donc il s'est dit, moi, dans mon restaurant, j'ai une salle, je vais la dédier à ces élèves et ils vont venir manger avec nous tous les jours. Donc finalement, ils mangent dans un restaurant étoilé, pas forcément de la grande gastronomie, mais voilà, tout est possible. Et on peut imaginer que... C'est intéressant ce que vous dites, c'est pas... Parce que là, je pensais des immeubles de bureaux, effectivement, des infrastructures, on va dire, un peu lourdes, mais ça peut être beaucoup plus pointilliste, quoi. Chacun, finalement, à son niveau, peut esquisser une solution. À Paris, on manque de piscines, mais partout ailleurs, c'est le cas. Et on a besoin d'apprendre à nos enfants à nager. Eh bien, pourquoi ne pas utiliser les piscines des hôtels qui, à certains moments de la journée, sont quand même un petit peu moins utilisées? On est en train de travailler à des conventions avec des hôteliers là-dessus. Et bien évidemment, quand vous êtes dans une ville de taille moyenne ou une zone rurale ou même dans une grande ville comme Paris, on n'a pas la capacité à construire ces piscines. Et donc, des partenariats, c'est du gagnant-gagnant. Vous disiez tout à l'heure centre commercial. Comment on peut intensifier l'usage d'un centre commercial? Eh bien, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est de transformer finalement tous ces espaces en des tiers-lieux, en des salles polyvalentes qui peuvent accueillir différents usages selon les différents moments de la journée, de la semaine ou de l'année. Parce qu'il y a par exemple, si on parle du bénéfice social ou sociétal de cette intensité d'usage, il y a quoi? Il y a des associations, des collectifs citoyens qui manquent de locaux tout simplement, qui cherchent en permanence. Alors, par exemple, si on pense à l'économie sociale et solidaire, ils n'ont pas forcément aujourd'hui les moyens de pouvoir se loger, obtenir des bureaux dans le privé parce que c'est un certain coût. Eh bien, on pourrait, pourquoi pas, mettre à disposition certains locaux à certains moments de la semaine, de la journée ou de l'année pour ce type d'entreprise. Il y a une association que moi j'apprécie énormément qui s'appelle les Bureaux du Cœur. Cette association permet à un SDF, une personne qui n'a pas d'addiction, qui est suivie, qui est insérée mais qui n'a pas de toit, eh bien de dormir pendant 3 à 6 mois dans un bureau la nuit. Et ça se fait aujourd'hui un peu partout en France et c'est formidable. Et c'est très important la question sociale parce que aujourd'hui on vit dans un monde où on a un petit peu du mal à vivre ensemble. On est un peu la société du repli. On se fait livrer nos courses, nos repas. Enfin bref, on a du mal à faire les échanges. On interagit moins qu'avant. On interagit moins qu'avant. Et l'intensité d'usage, justement, nous permet de faire nous recroiser tout simplement. Est-ce qu'il y a un intérêt... Et de créer de la mixité, de renforcer les liens. Un intérêt économique, bénéfice économique. Bien sûr. Alors par déjà, exemple, pour un territoire. Déjà, si on pense à la vacance, un immeuble vacant, ça coûte cher, ça se dégrade, donc forcément, le louer, ça a un intérêt. Mais sous la sous-utilisation, c'est aussi important ces bénéfices économiques. Pourquoi? Parce que
grâce à ça, on va pouvoir, par exemple, partager les charges comme le gardiennage ou le nettoyage. C'est potentiellement aussi une nouvelle source de revenus parce que, selon le schéma locatif que vous aurez adopté, vous pouvez le faire en faisant payer les gens. Et c'est surtout une attractivité renouvelée de ce bien. On dit aujourd'hui, les gens ne veulent plus retourner au bureau travailler. Mais donnons envie aux gens de venir travailler grâce à des bureaux qui sont justement ouverts sur la ville, où il se passe plein de choses, où vous avez des services, des loisirs, bref, qui vous donnent envie de vous lever le matin pour aller dans ces espaces-là, parce que vous aurez un foisonnement et plein de choses à faire et de gens à rencontrer. Merci beaucoup, Éléonore Slama. Votre livre « En finir avec le gâchis des mètres carrés, plaidoyer pour l'intensité d'usage ». Tiens, je vous le remontre. Il est là, il est publié aux éditions Apogée. Merci. On passe tout de suite au débat de ce Smart Impact, la consommation responsable au programme.